Fidèles téléspectateurs et auditeurs de la station de radio et télévision centrafricaine, merci de nous rejoindre dans la grille des émissions de ces deux stations publiques. Nous poursuivons le fil normal de l'émission Parole au gouvernement, consacrée essentiellement au passage des différents membres du gouvernement pour dresser le bilan des deux mandats de son Excellence professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, depuis son accession à la magistrature suprême de l'État. Pour ce quatrième numéro sur ce double plateau de la radio et télévision nationale, nous avons l'honneur, sinon le grand plaisir, de recevoir le ministre en charge des Transports et de l'Aviation civile, en l'occurrence M. Herbert Gautron Djono Abba. Monsieur le ministre, merci de nous rejoindre. Merci, merci à vous. Je ne serai pas seul pour animer cet exercice démocratique. Je serai accompagné de deux co-animateurs du secteur public et privé, dont je donne l'opportunité à eux-mêmes de pouvoir décliner leur identité à nos fidèles téléspectateurs et auditeurs de la radio et télévision nationale. Merci, monsieur le présentateur. Merci, monsieur le ministre. Je suis Andia Villa Bissayo, journaliste, présentatrice et réalisatrice chez Radio Ndekeloka. Je suis Froidi Willy Bonanza, directeur des programmes de Radio Centrafrique. Mesdames et messieurs, l'identité de nos différents interlocuteurs sont déclinées. Mais avant de plonger dans le cœur de cet entretien consacré au bilan du président de la République, chef de l'État, en ce qui concerne exclusivement le secteur des transports et de l'aviation civile, nous allons d'abord vous présenter qui est le ministre en charge des transports et de l'aviation civile. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une personnalité connue sur l'échiquier politique national, qui est donc M. Herbert Gautron Djono Abba, pour nos fidèles téléspectateurs et auditeurs. Né le 7 février 1974 à Birao, dans la préfecture de Vakaga. Ce dernier est inspecteur principal des impôts, diplômé de 3e cycle en administration des régies financières, option impôts. Il a occupé plusieurs fonctions, entre autres, à ce jour, ministre chargé des Transports et de l'Aviation civile. Septembre 2017 à juin 2021, ministre en charge du développement et de l'énergie et des ressources hydrauliques. Janvier 2014 à août 2014, ministre chargé des travaux publics, ministre d'État chargé des travaux publics, de l'équipement, de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. À tour de rôle, il a également été ministre. Il a été rappelé en janvier 2013 au sein du gouvernement en qualité de ministre en charge de la recherche minière, de la géologie et de l'hydraulique. Voilà succinctement présenter l'identité de notre interlocuteur de marque. Monsieur le ministre, est-ce que cette identité vous convient ou vous avez des ajouts par rapport à la déclinaison de votre personnalité? Oui, moi je pense que, merci monsieur le journaliste, monsieur le téléspectateur. En tout cas, je tiens tout d'abord à vous présenter mes meilleurs voeux de l'année 2025 pour ce début d'année. Et je pense qu'il y a sur le CV que vous venez de présenter, je pense qu'il faut compléter, parce que je suis aussi député de la Nation, de la 5e législature, et il y a aussi des postes ministériels que j'ai occupés, que je n'avais pas cités. Je fus aussi ministre de l'Habitat et du Logement en janvier 2009. Après, je fus aussi ministre d'État chargé des mines, du pétrole, de la géologie. Voilà, donc c'est les points que je voudrais sincèrement rappeler. Merci, monsieur le ministre, pour cette complémentarité. Mais avant de plonger dans les débats, nous allons avec vous suivre un extrait du discours prononcé en date du 28 décembre dernier par son excellent professeur Faustin Archange Touadéra devant la représentation du peuple en ce qui concerne singulièrement le secteur que vous chapeautez en ce moment, c'est-à-dire les transports et l'aviation du territoire. Et juste après, nous allons ouvrir le bal des discussions. À tout de suite. Merci. En matière de transport aérien, la mise aux normes de la piste en béton bitumineux et la construction de la clôture de l'aéroport international Bangui Mpoko assurent depuis 2023 la sécurité et les vols de nuit. Aussi, la construction de la nouvelle tour de contrôle et l'acquisition des équipements techniques de dernière génération inscrits dans le plan d'urgence de la SEGNA et la clôture de l'aéroport
ont permis d'améliorer la navigation aérienne. Avant de clore ce volet sur les transports, je voudrais relever, pour le regretter, le nombre sans cesse croissant des victimes d'accidents de la circulation. Dans le domaine des transports routiers, et notamment les motos-taxis, nous constatons que chaque jour, des compatriotes perdent la vie dans un accident de la route. Nombre d'entre eux gardent une invalidité à la suite de leur traumatisme. Ces traumatismes entraînent des pertes économiques considérables pour les victimes, leurs familles et par extension pour le pays. Dans le domaine des transports par voie d'eau, nous avons encore en mémoire le drame du naufrage d'une baleinière surchargée, survenu le 19 avril 2024 à l'embouchure de la rivière Poko, ayant occasionné la mort de dizaines de nos compatriotes. À la suite de ce naufrage tragique, nous avons pris des mesures énergiques, au nombre desquelles la suspension de la navigation et la mise en place d'un comité ayant pour mission principale de procéder à l'inspection de toutes les baleinières avant d'autoriser celles qui remplissaient les conditions à naviguer. Les surcharges des véhicules et des baleinières, la conduite sous l'effet de l'alcool ou de stupéfiants, sous le regard complaisant des éléments des forces de défense et de sécurité, et le non-respect de la réglementation en matière de circulation, augmente les risques d'accident de la circulation dans notre pays. Eh bien, Monsieur le ministre, vous venez de suivre avec nous un extrait du discours prononcé en date du 28 décembre dernier par son Excellence professeur Faustin Touadéra devant les députés de la 7e législature en ce qui concerne, excusez-moi, le secteur des transports et de l'aviation civile. Au menu de son intervention, le président de la République, chef d'État, a mis un accent particulier sur le secteur des transports et de l'aviation civile comme une priorité pour la relance effective de l'économie nationale. Que vous inspire cette intervention du numéro 1 centrafricain? Merci. J'ai suivi avec vous l'extrait du discours du président de la République sur l'état de la nation en ce qui concerne le secteur des transports et de l'aviation civile. Et comme a souligné le président de la République, chef de l'État, le professeur Faustin Touadéra, le secteur des transports fait partie des priorités du président de la République dans le cadre de son projet de société. Et c'est à point nommé que cette problématique a été soulevée parce que le secteur de transport, vous le conviendrez avec moi, c'est le levier même de notre économie. Nous sommes un pays sans façade maritime. Et aujourd'hui, notre économie ne peut se développer que sur la base même des infrastructures de transport, sur la base même de la politique de transport que nous mettons en place. Donc, je suis conscient de ce qui a été dit et je pense que nous sommes dans cette droite ligne pour développer le secteur de transport et de l'aviation civile. L'autre aspect, c'est que le chef de l'État a également mis un accent sur le secteur des transports et l'aviation civile comme étant le poumon de l'économie névralgique pour l'amélioration des conditions de vie et d'existence de ses compatriotes. Pour cette question, notre consoeur de Radio Ndekeluka, Avila Bissayo, va pouvoir s'entretenir avec vous. Monsieur le ministre, merci pour cette opportunité. Où en sommes-nous avec le projet Corridor Angola, Soudan du Sud, RCA?
le corridor, comme le président de la République a su indiquer, corridor RCA, Soudan du Sud, Ouganda. Vous précisez, ce n'est pas Angola, mais c'est Ouganda. Aujourd'hui, il y a une coopération, un accord de coopération qui a été signé entre les deux pays, c'est-à-dire la République centrafricaine et la République ougandaise, pour développer le commerce entre ces deux pays. Maintenant, pour développer le commerce, il nous faut des infrastructures, et des infrastructures qui permettent les échanges. Je pense que, et comme je vous l'ai dit, le transport est au centre de tout ça. Mais avant de parler de transport, il faut les infrastructures routières. Donc je pense que ce volet concerne beaucoup plus le collègue des travaux publics qui est en train de faire une planification ensemble avec le gouvernement ougandais. Et je pense que sur financement du gouvernement ougandais, ce corridor va être développé. Ça va nous permettre de mutualiser nos échanges en termes d'import-export. Donc c'est bénéfique pour les deux pays. Il y aura des marchandises à exporter de notre côté qui va créer la richesse, et aussi de l'autre côté il y aura des marchandises qui vont être importées. Donc c'est le flux import-export qui va permettre aussi de soutenir notre économie à travers ce corridor, à travers les infrastructures routières qui vont être construites. Ok. La question de désenclavement de la République centrafricaine tout autour du secteur des transports. Et pour cette problématique, c'est Willy Bonanza qui va pouvoir discuter avec vous tête à tête sur cette problématique. Monsieur le ministre, je crois que le président de la République a présenté ici quelques avancées dans le domaine de l'aviation civile. À savoir, à un certain moment, il y a eu une suspension des vols pendant la nuit ou bien d'atterrissage en partance ou en provenance de l'extérieur. Et voilà, aujourd'hui, c'est rétabli. Les vols peuvent se faire à partir du soir ou bien n'importe quel moment en République centrafricaine. Et le président de la République a présenté ça comme étant un secteur névralgique. Vous pouvez nous dire, à ce jour, en 8 ans de règne du président Touadéra à la tête de la RCA, quelles sont les grandes réalisations que votre département a pu concrétiser? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Le secteur des transports, comme a pu souligner le président de la République, le professeur Faustin Archange Touadéra, c'est vraiment un secteur névralgique. Et je pense que nous avons notre unique plateforme, qui est l'aéroport international de Bangui Poko. Et je pense que le président de la République est venu au pouvoir, c'est-à-dire automatiquement après la crise que nous avons vécue, et que nos compatriotes, pour la plupart, occupaient encore, c'est-à-dire la plateforme tout environ de l'aéroport. Et les toutes premières actions du président de la République, c'est de dire et d'engager des actions pour que Noël se fasse à la maison. C'est ce qui a été fait avec beaucoup de succès, et on a pu déloger tous les compatriotes au niveau de la plateforme. C'est un succès. Notre aéroport, il fallait beaucoup d'actions pour reclasser notre aéroport aux normes. Parce que l'indicateur principal, c'est que notre aéroport d'abord n'était pas clôturé. Donc la sécurité posait problème. Donc les premières actions qui ont été entreprises au sein de la plateforme, c'est les négociations qui ont permis d'obtenir des financements de la part de l'AFD et de la BDAC pour engager le projet de la sécurisation de l'aéroport. À ce jour, notre aéroport est totalement clôturé. Donc ça, c'est vraiment l'investissement phare qu'il faut tenir compte. Notre aéroport est totalement clôturé, et en clôturant l'aéroport, on a fait un boom qualitatif en termes de normes internationales, standards et tout ça. Donc voilà, et automatiquement nous avons enchaîné en même temps avec les projets d'urgence de l'ASEGNA qui a été négocié et mis en œuvre, parce qu'au sortir de la crise, beaucoup de situations au niveau de notre plateforme
a été vandalisé et il fallait identifier des projets. Nous avons identifié 7 projets avec la SEGNA. Le financement, je pense que de la SEGNA était pratiquement de 21 milliards. Et tous ces projets sont arrivés à terme. Nous avons eu l'honneur pour convier le président de la République, le professeur Faustin Archange Touadéra, de présider l'inauguration de ces différents projets, notamment la tour de contrôle. La tour de contrôle qui est... On a une nouvelle tour de contrôle avec des équipements de dernière génération. Je pense que même cette tour de contrôle est vraiment la plus élevée aujourd'hui de l'Afrique centrale, on peut le dire. Avec des équipements, nous avons construit la caserne des sapeurs-pompiers. Nous avons construit, c'est-à-dire le centre d'information en vol, avec des équipements de dernière génération. Donc des radars de dernière génération. Ça veut dire quoi? Vous savez, au niveau de la SEGNA, les pays sont divisés en zones. Au niveau de l'Afrique centrale, la principale zone en termes de radar, c'est Brazzaville. Si nous avons un événement ou un accident ou un avion qui a pénétré notre territoire à plus de 300 km, il faut interroger Brazzaville pour nous donner les informations. Parce que nous, on ne peut pas aller au-delà de 300 km en termes de vision. Ça, c'est depuis l'indépendance. Mais aujourd'hui, pendant la règne du président, le professeur Faustin Archange Touadéra, avec ses équipements de dernière génération, nous avons à notre niveau aujourd'hui de contrôler tout le territoire national. Si aujourd'hui, il y a un avion qui fait une incursion sur notre territoire sans l'autorisation de notre pays, nous avons la possibilité de détecter l'avion, et même s'il y a un accident quelque part, nous avons la possibilité de détecter l'avion, de réunir les informations nécessaires. On n'a pas besoin d'interroger Brazzaville automatiquement. Et ça, c'est des avancées au niveau de la plateforme aéroportière. Et pour revenir à la question précise avec la suspension des vols de nuit, vous savez qu'à l'époque des crises, comme je le disais, la plupart des installations ont été vandalisées. Nous n'avons plus au sein de la plateforme, au niveau de la piste, les balisages de nuit. Donc, on ne peut pas accueillir les vols de nuit. Donc, avec les projets d'urgence de la SEGNA, nous avons eu, parmi les 7 projets, entre autres, à réaliser les balisages de nuit avec des équipements ultra modernes. Donc, aujourd'hui, nous avons, depuis plusieurs mois, renoué avec les vols de nuit et notre aéroport aujourd'hui, international Bangui Poko, est fréquentable 24 heures sur 24 heures. Monsieur le ministre, merci pour cet éclairage. La réponse est appropriée et permet à nos compatriotes de savoir ce qui est fait depuis l'accession à la magistrature suprême de l'État de son excellent professeur Faustin Archange Touadéra dans le secteur des transports et de l'aviation civile. L'autre question aussi importante s'articule autour. On sait pertinemment que le gouvernement centrafricain, sous le leadership éclairé du président de la République, chef de l'État, à travers le département dont vous chapeautez, a pris des mesures coercitives pour minimiser les tracasseries et barrières. Mais on se rend compte que sur le terrain, il y a encore des plaintes auprès des usagers de la route. Et pour cela, j'invite notre consoeur de Radio Ndekeluka à pouvoir s'entretenir avec vous autour de cette problématique. Ok. Monsieur le ministre, nous savons que des efforts ont été faits pour limiter les tracasseries routières, notamment avec la décision portant levée des barrières illégales sur toute l'étendue du territoire centrafricain. Mais aujourd'hui, nous constatons que les tracasseries routières demeurent dans certaines régions du pays et en tête des porteurs de tenue. Mais comment est-ce que vous collaborez? Et nous savons que la cellule de veille et de lutte contre la corruption au niveau de la primature est tellement plongée dans cette lutte. Mais comme il est question de transport ici, de libre circulation, comment est-ce que vous collaborez? Merci Madame la journaliste. Je tiens à vous remercier une fois de plus pour l'opportunité que vous me donnez à me prononcer sur les différentes questions qui concernent le secteur des transports. D'abord, nous sommes partis d'un constat. Vous savez, après les crises qu'on a eues à traverser dans ce pays,
nous nous sommes rendus compte que il y a une multiplicité de barrières. Et on s'est rendu compte que il y a pratiquement 70% de barrières illégales. Les gens se sucrent sur le dos de la population et les recettes perçues vont dans les poches des agents ou des agents de force de l'ordre. Donc vraiment, ça pose un véritable problème et que le panier de la ménagère ne sait que compliquer pour un compatriote, parce qu'avec ce que nous vivons sur le plan international, la guerre en Russie, l'augmentation des prix de carburant par-ci, l'inflation généralisée au niveau mondial, donc au niveau national, nous avons encore ce problème avec la multiplicité des barrières. Donc vous prenez un compatriote qui prend un sac de manioc au niveau de Bombari pour amener vendre à Bangui, il doit payer plusieurs frais en cours de route sur ces différentes barrières illégales. Alors le manioc produit au niveau national ne devait pas poser problème. Ce constat a été fait, nous avons porté le dossier en conseil des ministres, le conseil a accepté et nous a instruit, on a mis en place un comité interministériel où il y a au moins 12 ministères, dont le Premier ministre m'a donné la possibilité de présider cette commission interministérielle. Nous avons travaillé, nous avons ramené le dossier en conseil et un décret a été signé le 6 juin 2023 fixant les barrières légales. Donc en tout, dans ce décret, vous verrez 93 barrières légales numérotées. Au-delà de ces décrets, le Premier ministre chef du gouvernement a mis en place par arrêté, c'est-à-dire une brigade mixte de contrôle et de surveillance des barrières. Et aussi un deuxième arrêté fixant les sanctions. Donc, avec l'appui du Premier ministre et du ministre des Finances, nous avons engrangé plusieurs missions de contrôle avec la brigade. Donc, en tout, je pense qu'il y a eu 9 missions de démantèlement de barrières. Sur les 9 missions, 117 barrières ont été qualifiées comme barrières illégales et démantelées. Et je pense que 53 barrières ont été restaurées comme barrières légales. Donc je prends l'axe, par exemple, le corridor Bangui, Boar-Garamboulaye. Nous étions entre-temps à 27 barrières et nous avons démantelé pratiquement 20 barrières ou 21 barrières, il ne reste que 6 barrières. Donc aujourd'hui, nous avons reçu beaucoup de retours de la part de nos compatriotes qui sont très satisfaits de ces actions du gouvernement qui prouve que la libre circulation des biens et des personnes n'est plus un vain mot parce que le gouvernement a pris en question cette situation et aujourd'hui il y a une nette amélioration et nous avons reçu beaucoup de satisfaction de la part de nos compatriotes. Mais vous conviendrez avec moi que ce n'est pas vraiment chose aisée ou chose facile. C'est un défi à relever au cours du temps. C'est pourquoi cette barrière que le Premier ministre a mis en place, cette brigade que le Premier ministre a mis en place, c'est une brigade permanente qui, au-delà du démantèlement des barrières illégales, va continuer à faire les missions de suivi de contrôle pour identifier ou repérer les agents ou les agents de force de l'ordre qui sont indélicats et qui continuent à faire le petit malin pour installer des barrières par-ci, par-là et les identifier. Je pense que ce travail se fait. Et aussi au niveau du ministère de la Défense, nous avons connu des sanctions. Il y a eu des sanctions que le ministre de la Défense a prises pour sanctionner des militaires indélicats. Et même du côté du ministère de l'Agriculture, un agent de phytosanitaire aussi a été sanctionné, suspendu pour 3 mois avec traduction devant le Conseil de discipline. Nous avons encore des rapports en cours qui vont être soumis au Premier ministre pour analyse et sanction. Au-delà de ça, les compatriotes qui sont des responsables au niveau déconcentré, qui font bien leur travail aussi, sont récompensés. Et je pense qu'on a connu aussi une cérémonie au niveau de la primature que le Premier ministre a donné des certificats de satisfaction à certains responsables déconcentrés pour les encourager à continuer à faire leur travail. Donc ce travail se fait et je pense que récemment le Premier ministre vient de m'instruire pour
se mobiliser encore afin que la brigade fasse son travail correctement et que les missions continuent sur le terrain pour alléger la situation de nos compatriotes en termes de libre circulation des biens et des personnes. Et vous savez que tout ça là, ça peut aussi impacter positivement le prix de la ménagère. Monsieur le ministre, restant dans ce registre consacré au transport routier, force est de constater avec amertume que le taux d'accidents enregistrés au cours de ces 2 dernières années sur l'axe Boili, notamment à Kassango, monte en flèche et de manière exponentielle. Aujourd'hui, le bilan fait état de ce que 1200 Centrafricains ont perdu la vie au cours de la circulation. Quelles sont les mesures qui sont prises pour que ces drames ne puissent pas se répéter à l'avenir? Bon, d'abord, merci monsieur le journaliste pour la question, mais d'ores et déjà, je m'inscris en faux pour ces données que vous sortez sur Kassango. Peut-être vous êtes nostalgique et votre mémoire vous renvoie au passé. C'est que dans le passé, nous connaissons régulièrement des accidents au niveau de Kassango. Régulièrement des accidents au niveau de Kassango. Mais ces 3-4 dernières années, ce n'est pas le cas. On peut se fier même aux statistiques au niveau des hôpitaux. Dans le passé, on ne fait que parler de Kassango régulièrement. Mais nous avons fait un travail. Je pense qu'il y a eu de cela 2 ans, le dernier accident, nous avons eu l'occasion de suspendre les activités même de l'autre, Avenir de Centrafrique. Nous avons pris des mesures draconiennes, sévères, pour que la compagnie de transport Avenir puisse respecter ça. Et je pense que ça a été respecté, et depuis lors, nous n'entendons plus parler même des accidents au niveau de la compagnie Avenir de Centrafrique. Voilà. Et même au niveau des camions, rare, on parle des accidents au niveau de Kassango, parce qu'il y a un travail qui se fait, un travail collectif, qui se fait, un travail sur la sécurité routière. Nous sommes aujourd'hui accompagnés par des partenaires tels que la MINUSCA, la Banque mondiale. Et avec la Banque mondiale, il y a eu plusieurs missions. Il y a un cabinet qui a été commis pour identifier les points noirs sur l'axe là. Et bientôt, au niveau de Kassango, nous allons installer des panneaux ainsi que ce qu'on appelle entre guillemets les gendarmes couchés, tout ça là, beaucoup de mesures pour encadrer, c'est-à-dire la descente ou lorsque les camions montent sur Kassango. Ça, c'est des mesures d'ordre sécuritaire, en termes de sécurité routière que je parle. Donc, je dis et je redis que les accidents ont drastiquement baissé au niveau de Kassango. À l'époque, on entendait chaque 2 jours, 3 jours, on parlait des accidents, mais pas en ce moment. Donc voilà les informations que je tiens à vous donner. Mais surtout, dans le cadre de la sécurité routière globale, nous travaillons avec la MINUSCA, avec la Banque mondiale. Nous avons mis en place la stratégie nationale de la sécurité routière. Je reviendrai sur les prochaines questions, sur cette question de la stratégie nationale qui débouche à la mise en place de l'Agence nationale de la sécurité routière qui chargera vraiment de la politique nationale en matière de la prévention routière. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, vous avez évoqué le cas de la falaise Kassango a beaucoup tué en République centrafricaine. Nous avons en mémoire le dernier cas que vous évoquez ici, le cas de Avenir Express, cette agence, ça faisait plus de 40 morts. Et pendant ce moment de deuil en République centrafricaine, je me souviens, vous avez promis que des garde-fous, des panneaux de signalisation allaient être mis pour que la situation ne puisse pas se répéter. Et c'est dans ce package que vous avez cité les cas des décisions draconiennes que vous avez prises. Aujourd'hui, 2 ans. Et pourtant, nous, on croyait que les choses allaient être aussitôt faites. Les garde-fous sur la falaise, les panneaux de signalisation. Mais aujourd'hui, vous nous dites, il y a plus de 2 ans passés, c'est maintenant qu'on va réagir. Nous, on passait à quelque chose qui allait se faire dans l'immédiat. Voilà la préoccupation. Monsieur le journaliste, nous avons réagi. Je vous ai dit tout à l'heure
que lorsque l'accident de l'avenir Centrafrique, le bus, lorsque l'accident a eu lieu, nous avons pris des mesures draconiennes sur place. Les activités de la compagnie ont été suspendues parce qu'il fallait identifier effectivement quelles sont les causes de l'accident. C'est un travail technique à faire et nous avons identifié les causes de l'accident. Nous avons imposé un cahier de charge à Avenir Centrafrique. Et depuis lors, je vous pose la question, est-ce que vous avez constaté qu'il y a eu un accident de bus de Avenir Centrafrique sur Kassango? Non. Mais le travail dont je vous dis pour les panneaux de signalisation ainsi que d'autres mesures, nous sommes en train de travailler avec des partenaires, notamment la Banque mondiale, qui aujourd'hui a recruté un consultant où le consultant fait un travail, c'est un consultant international qui fait un travail, qui dépose son rapport et à base de tout ça là, nous allons mettre en œuvre. Et je pense que nous sommes pratiquement à l'aboutissement. C'est un processus. Monsieur le ministre, sans pour autant vous couper la parole, sans pour autant être cru, nous voyons une grande défaillance dans le cadre, dans le secteur de la sécurité routière. Nous vivons maintenant un phénomène, l'avènement des taxis-motos. Et même dans la ville de Bangui, pas de dispositif. Les gens font comme ils veulent. On a l'impression que vous ne voulez pas respecter les textes. Alors qu'il y a des textes qui régissent tout ça. Même pour appliquer ces textes, il va falloir prendre un consultant. Bien. Qu'est-ce que vous faites? Merci madame. L'application des textes, vous parlez du secteur des taxis-motos. C'est l'événement des mototaxis, nous avons connu ça après la crise que nous avons traversée. Bangui ne connaissait pas ces problèmes de mototaxis. Mais ce qu'il faut d'abord reconnaître, l'activité des mototaxis, ce n'est pas vraiment formalisé. Non, ce n'est pas question de formaliser, c'est formaliser les textes. Ce n'est pas vraiment un mode de transport qui est vraiment régalien. Ce n'est pas un mode de transport qui est vraiment commode. Ça, c'est le secteur informel. Les gens se lèvent à 4 matins, ils deviennent taxi-moto. Il y a des textes qui réglementent. Vous allez dans d'autres pays, en dehors de Rwanda, tous les pays qui ont les mototaxis connaissent ce phénomène. Ce qui est sûr, nous avons beaucoup travaillé. D'ailleurs, lorsque nous sommes arrivés à la tête de ce département, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait beaucoup d'accidents. Il fallait identifier les causes et commencer à travailler pour mettre fin à cela. Je reviens encore en termes de statistiques. Parce que vous parlez, vous posez des questions, mais c'est sans statistiques, sans chiffres. Je vous dis, 4-5 ans avant, il y avait beaucoup d'accidents de mototaxis. Mais à ce jour, nous avons drastiquement diminué le taux des accidents de mototaxi. C'est que, bon, vous restez dans les réflexes du passé, mais les choses se sont améliorées. Je vous le dis, les choses se sont améliorées. Nous travaillons avec la MINUSCA, nous travaillons avec la Banque mondiale sur la sécurité routière. Quel est le constat que nous avons fait? D'ailleurs, le président de la République, chef de l'État, le professeur Faustin Archange Touadéra, lorsqu'il est arrivé à la tête de notre pays, pendant son premier mandat, en tant que père de nation, il a offert 2000 casques aux mototaxis, 2000 casques. Où sont les casques? Mais j'en viens, soyez patiente madame. 2000 casques aux mototaxis. Qu'est-ce qui s'est passé? Les compatriotes qui font les mototaxis n'ont jamais porté ça. Tous ces casques ont été revendus vers le Cameroun. Parce que les FSI n'ont pas fait leur travail. Non, mais c'est d'abord une question de mentalité. Il faut d'abord étudier la mentalité et faire un travail pédagogique pour amener les compatriotes à se responsabiliser eux-mêmes. Il faut faire un travail pédagogique. C'est comme ça que nous avons commencé avec la MINUSCA, avec la Banque mondiale. Il y a eu beaucoup de séries de sensibilisation. Beaucoup de séries de sensibilisation sur la sécurité routière. Monsieur le ministre, restons dans cette rubrique. Oui, après ça, je finis. Après ça, il y a eu beaucoup de formations, beaucoup des ateliers, hein, avec des thématiques bien précises sur le respect, du code de la route, la circulation
sans consommation de stupéfiants, quelle est l'importance de port de casque, tout cela a été fait. Et aujourd'hui, nous assistons effectivement à une diminution drastique des accidents de moto-taxi. Il n'y en avait plus comme il y en avait 4-5 ans dans les années 2000. Nous sommes en année 2025, nous avons beaucoup diminué le taux d'accident en matière de circulation des motos-taxis. Effectivement, Monsieur le ministre, sans perdre de vue les nombreuses actions que vous avez menées à la tête de ce département pour minimiser les cas d'accident. Et aujourd'hui, la question reste et demeure. C'est le seul pays au monde où les taxis-motos continuent de faire leur loi et leur volonté. Alors, comment comptez-vous réglementer définitivement ce secteur qui aujourd'hui est à la une de l'actualité et la plainte des usagers de la route? Non, si vous dites que c'est le seul pays au monde où les mototaxis continuent à faire leur loi, encore une fois de plus, monsieur le journaliste, je m'excuse en faux. Je vous ai dit, je voyage beaucoup, je vous ai dit, en dehors de Rwanda, qui respecte ces normes, nous avons tous ces problèmes. Au niveau de Douala d'abord, au niveau de Cameroun, Douala, Yaoundé, au niveau de Bamako, au niveau de Bénin, tous ces problèmes se recoupent. Parce que je vous ai dit que c'est un mode de transport qui n'est pas commode. Donc, pour nous aujourd'hui, ça, c'est le caractéristique des pays sous-développés. C'est des pays sous-développés. Mais la situation des mototaxis, on va vers l'éradication ou les pousser dans les périphéries. Mais on va étape par étape. Parce qu'à un moment donné, nous considérons que c'est un mal nécessaire. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour que dans le cadre de transport, c'est-à-dire en ville, transport périphérique, interurbain, que nous puissions ramener des sociétés bien structurées et écarter. Et ces projets sont en cours. Nous ne voulons pas parler de ça beaucoup parce qu'il faut que ces projets arrivent à maturité. Donc en attendant, nous le faisons avec les mototaxis. À un moment donné, nous allons ramener tout ce qui est mototaxi dans les périphéries. Et la ville de Bangui va rester saine. C'est un projet comme ça en cours. Mais en attendant, nous avons la réglementation. Aujourd'hui, on est en train de compiler tout ce qui est arrêté dans un projet de décret. Et ce projet de décret est déjà prêt. Nous sommes en train d'acheminer ça vers la Commission nationale des textes pour être validé par le Conseil des ministres. Après tout le travail qui a été fait en termes de sensibilisation, en termes de formation et de restructuration des textes et tout ça là, nous allons passer proprement dit à l'application des textes. Lorsque le décret va être signé, nous allons travailler de concert avec le ministère des Sécurités publiques parce que pour l'application de ces textes, pour la plupart du temps, c'est les agents de force de l'ordre et de sécurité. Il faut travailler en symbiose, en commun accord et que tout le monde soit sur le même objectif pour que nous puissions atteindre ces objectifs. Monsieur le ministre, le timing qui nous est réservé pour cette entrevue en exclusivité avec vous, c'est pratiquement sa fin, mais avant de lever l'encre, nous avons une dernière question qui est liée à la navigation fluviale et c'est Willy Boulaza qui revient ici pour cet entretien avec vous. Monsieur le ministre, permettez-moi de vous poser cette question sur la navigation fluviale en République centrafricaine. La flotte fluviale centrafricaine a presque disparu. Je me rappelle, c'est l'histoire qui nous le dit, dans les années 1970, la République centrafricaine disposait plus de 10 bateaux qui naviguaient sur l'Ubangi. Par amour de notre pays, nous appelons l'Ubangi fleuve, mais à proprement parlant, ce n'est pas un fleuve, c'est une rivière. C'est trop scientifique comme ça. Quelle politique votre département a mis en place pour renouveler cette flotte fluviale centrafricaine qui est aujourd'hui menacée de disparition? Merci, monsieur le journaliste. Vous savez, oui, comme on le dit, le secteur de transport est un secteur multimodal. Il y a eu plusieurs questions sur le transport terrestre, le transport aérien et nous nous retrouvons sur le secteur de transport par voie d'eau. C'est un secteur très indispensable pour notre pays en termes d'économie.
Et vous parlez de l'histoire. C'est vrai, dans les années 70, nous avons plus de 10 bateaux. Mais aujourd'hui, en termes de chiffres, il n'y a pas assez de différence. Nous avons encore ces bateaux qui existent. Certains bateaux veulent seulement qu'il y ait l'entretien. Nous avons les bateaux, nous avons les barges. On a aujourd'hui une vingtaine de barges. Nous avons plus de 18 poussières et micro-poussières. Nous avons les bateaux. À l'époque, je pense qu'après cette période que vous avez évoquée, la République centrafricaine, le gouvernement a décidé de confier le trafic par voie d'eau à Socatraf, une société où le gouvernement est actionnaire. Donc, je pense qu'après la gestion de la Socatraf, il y a eu un malentendu parce que Socatraf avait décidé de vendre toutes ses actions à MSC Logistique, que nous ne connaissons pas tellement dans notre pays. Et je pense que l'État s'est opposé parce que l'État n'a pas été consulté, puisque l'État même est actionnaire et l'État est propriétaire des actifs. Socatraf ne pouvait pas vendre ses actions sans que l'État soit informé, parce que l'État même détient ce qu'on appelle le droit de préemption. C'est comme ça que l'affermage avec Socatraf a été dénoncé par l'État, le gouvernement à travers le ministère des Transports. Aujourd'hui, nous avons un nouveau concessionnaire qui est Mercure Logistique, qui reprend tout en main. Je pense que la majorité des poussières des barges ont été réhabilitées pour le trafic par voie d'eau. Je pense qu'au fur et à mesure, ce dont on n'a pas encore réhabilité, donc à travers le cahier de charges qui a été donné à Mercure Logistique, ces bateaux, les barges qui restants vont être réhabilités et vont être actifs. Je voudrais aussi dire que nous travaillons beaucoup parce que le trafic par voie d'eau aujourd'hui, c'est un secteur qui est vraiment promoteur économiquement. Je donne un exemple aujourd'hui. Un sac de ciment qui arrive par le corridor depuis Douala, par le corridor Douala pour Bangui, on peut vendre sur le marché à 12 000, 12 500, 11 500. Mais lorsque ce sac de ciment arrive par voie d'eau, on vend sur le marché à 8 500, 9 000. Il y a toujours une différence de 2 000, 2 500. Donc c'est économiquement pour nos compatriotes. Ceci étant, au-delà de cette concession, nous sommes en train de travailler avec les partenaires et nous avons 2 projets qui sont arrivés à maturité. Nous avons le CD13 et nous avons le PRACAC. Au niveau de CD13, il a été prévu la construction d'un port moderne et équipé au niveau de Mongumba. Les fonds sont disponibles, le marché a été conclu après toutes les procédures et bientôt les travaux vont démarrer. Nous sommes en train de réfléchir au-delà de ça. Les investissements qui vont être faits au niveau de Mongumba, il faut les capitaliser, il faut rentabiliser. Donc on va essayer on est en train de réfléchir pour discuter aussi avec le ministère de l'énergie qu'au-delà des dépôts que nous disposons au niveau de Kolongo, il faut construire des dépôts pétroliers au niveau de Mongumba, créer des sites touristiques. Nous allons voir avec Madame la ministre du Tourisme pour mettre en place, c'est-à-dire tout un projet intégré pour notre économie. Et avec le projet PRACAC, nous allons construire et moderniser le port amont de Bangui, les débarcadères au niveau de Wangosao, au niveau de Ngoueta, beaucoup de débarcadères vont être construits. Et les 2 projets concourent à soutenir avec des fonds le SVN. Le SVN qui est une société entre la RCA et le Congo pour faire le balisage et le dragage. Donc, ça veut dire quoi en termes de résultats? En termes de résultats, lorsqu'on va exécuter les 2 projets, aujourd'hui, nous faisons par exemple le trafic 6 mois sur 12. Mais avec la mise en œuvre de ces projets, l'appui au SVN, nous allons arriver à 9 mois sur 12 au lieu de 6 mois sur 12. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons améliorer, c'est-à-dire la fluidité de trafic. Non seulement améliorer la fluidité de trafic pour 3 mois de plus, mais nous allons augmenter le trafic en termes de volume d'importation qui est vraiment indispensable pour notre économie. Et au-delà de ça, dans le projet CD13, nous avons confié à SICOS, SICOS qui est un organisme de bassin qui regroupe les pays de la CEMAC plus RDC et Angola, qui va construire des échantillons de baleinières.
c'est-à-dire des baleinières modernes, sécurisées. Donc les normes techniques sont en train d'être définies. Je pense qu'une fois définies, les compatriotes ou les entrepreneurs ne vont plus construire des baleinières, des embarcations de fortune comme ils veulent, mais tout cela doit répondre aux normes pour permettre d'assurer la sécurité sur le transport par voie d'eau. Monsieur le ministre, toute l'équipe de la supervision de la réalisation de cette émission consacrée au bilan des 2 mandats de son excellent professeur Faustin Archange-Touadéra, par ma voix, vous remercie surtout d'avoir répondu positivement à notre invitation sur le double plateau de la radio et de la télévision nationale afin de dresser le bilan des 2 mandats du chef de l'État en ce qui concerne singulièrement le secteur des transports et de l'aviation civile. Merci. Nous étions naturellement 3 pour animer cette entrevue face à face avec le membre du gouvernement dans le secteur des transports et de l'aviation civile. Avec moi sur ce plateau, Andy Avila Bissayo. Freddy Willy Bonanza. Merci à vous, chers fidèles téléspectateurs et auditeurs de la station de radio et télévision centrafricaine. Vous étiez là dans l'émission Parole au gouvernement qui a accordé aujourd'hui le passage du membre du gouvernement en ce qui concerne le secteur de l'aviation civile et des transports. Nous avons reçu sur ce double plateau le ministre de tutelle, en l'occurrence M. Herbert Gautron-Djono Abba. Merci à vous de l'avoir suivi. Seulement, ne quittez pas, restez de notre. Dans une fraction de minute seulement, nous allons nous retrouver cette fois-ci pour la version en langue nationale pour éclairer la lanterne de nos compatriotes dans les 4 coins de la République centrafricaine. Ce serait juste après cette transition. À tout de suite.